vous rappelle donc le fil rouge de cette journée, c'est de faire parler ceux qui font la transformation digitale, de leur faire partager leurs expériences, les bonnes mais également les mauvaises, ce qu'ils en ont appris. Et sur ce canapé, on a deux cas bien différents, un greenfield et un brownfield. Comment on travaille à la création d'un nouveau système en partant d'une feuille blanche, ou comment on transforme un système existant avec toutes les difficultés qu'il y a à avoir. Donc en gros, c'est comment construire l'avion pendant qu'on tombe de la falaise, ou c'est comment changer 100% des pièces de l'avion alors qu'il y a 350 passagers à l'arrière. C'est deux sujets qui sont aussi difficiles l'un que l'autre. Il n'y en a pas un qui est plus facile que l'autre, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et déjà, on va commencer par faire connaissance avec toi, David. Tu travailles chez Aura Aero. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais chez Aura Aero et la mission d'Aura Aero? Et bonjour à tous, merci JP pour ton invitation. Tu m'as pris au piège quand on s'était vu lors de l'enregistrement des derniers podcasts. Du coup, c'est un exercice un peu inhabituel pour moi, mais merci pour l'essai. On va essayer de transformer pour rester dans le thème rugbyistique. Moi, je m'occupe du digital chez Aura Aero depuis 5 ans. Sachant qu'Aura Aero a 7 ans, selon la police, 6 ans sur les premiers vrais embauchés, on va dire. Donc c'est vraiment une société toute jeune. Et digital chez Aura Aero, c'est un joli nom qui veut dire en fait beaucoup de choses. On couvre à la fois les aspects d'IT, de transformation digitale, on va dire, même si on va y revenir, on n'en a pas vraiment de transformation, mais c'est ce qui se rapproche le plus en termes de métier, et de développement logiciel. Donc c'est 3 équipes en fait, c'est à peu près 20% des effectifs, donc c'est une grosse équipe, c'est une grosse volonté marquée d'avoir un pilier fort chez Aura Aero depuis le début sur le digital. Entre autres particularités, c'est qu'on est 2 à la tête du digital, donc avec mon comparse Marc Germain, avec qui je travaille depuis 25 ans, et donc on est venu à la demande des fondateurs d'Aura Aero pour bâtir ce digital-là au tout début, ou quasiment au tout début de l'aventure, un peu après les premiers dessins ou premiers démarrages de fabrication, mais suffisamment tôt pour pouvoir prendre les choses dans le bon ordre depuis le début. En tout cas, on essaye. Et alors, je suis pas sûr que la situation existe dans cette salle, mais juste au cas où, que fait Aura Aero? Oui, alors on aurait pu commencer par là, ça aurait été mieux. Aura Aero, donc constructeur aéronautique avec l'ambition de décarboner l'industrie aéronautique dans les prochaines années, même si dans l'aéronautique tout est un peu long, on essaie de faire aller les choses le plus vite possible en utilisant des moyens pragmatiques. On a un premier avion sur lequel on a commencé l'aventure, et qui est un avion de formation à capacité voltige, qui est en moteur thermique, et c'est pas incohérent avec le fait de décarboner l'aéronautique, parce que il faut bien commencer quelque part, et le quelque part aujourd'hui c'est du thermique, donc en étant meilleur sur du thermique, c'est déjà une première pierre à l'édifice, et il y a des besoins pour de la formation de tout type de pilote, que ce soit civil ou militaire, donc ça c'est déjà intéressant. Ça nous permet de construire une entreprise là-dessus, et puis on a déjà mis le pied à l'étrier sur l'électrique, puisque depuis 1 an maintenant, je crois que ça faisait 1 an hier, on a le premier vol de cette version d'Intégrale en électrique qui a fait ses preuves et qui vole encore régulièrement pour qu'on apprenne l'électrique dans l'aéronautique, parce qu'on le fait pas pour but de prototyper ou de démontrer que ça peut se faire, on le fait dans le but de pouvoir l'industrialiser et de le vendre en série d'ici 2 ans, quoi. Donc ça c'est la trajectoire. Et puis en parallèle, comme on aime bien, il y a de l'ambition, on aime bien faire beaucoup de choses, on est en train de faire un avion régional électrique, propulsion full électrique et une énergie hybridée, parce qu'aujourd'hui l'électrique permet pas de faire autre chose que de faire voler des batteries si on met que des batteries. Ce qui est pas très intéressant pour un avion. Donc on hybride avec des moteurs thermiques de type hélicoptère, en gros, pour faire simple, pour rajouter de la capacité et de la sécurité au vol. Donc ça, c'est un 19 places, c'est un avion régional, ça fera 1500 km en gros en maximum, donc ça couvre déjà des besoins énormes en passagers, en fret ou en beaucoup de coups de cas. Donc on a un gros carnet de commandes là-dessus, une grosse attente Europe et États-Unis. Ce qui fait que, entre autres choses, on a une menuiserie industrielle aéronautique spécialisée en Normandie qu'on a racheté dès le début, une localisation principale à Francazal, donc je suis un des plus proches voisins d'ici, et puis on a d'ores et déjà un pied à terre en Floride
où on a un centre de customisation et de livraison de nos avions qui est prêt là-bas, et d'autres usines qui vont venir après derrière. Du coup, Arnaud, tu nous parles un peu de Freycinet, de ce que tu y fais? Oui. Bon, effectivement, je vais commencer par qui on est, parce que Aurora Aero est connu et Freycinet l'est peut-être un petit peu moins. Donc nous, on est des sous-traitants de l'aéronautique. On fabrique des pièces en métal en sous-traitance pour des donneurs d'ordre comme les équipementiers, Safran, Daher, par exemple. Et on fabrique ces pièces avec différents procédés de fabrication. On fait beaucoup d'usinage, on fait également de la fabrication additive métallique, de la fonderie, du traitement de surface et de la peinture. Et donc avec tous ces procédés-là, on offre à nos clients un package complet de possibilités pour lui livrer un produit complet, de la pièce unitaire au petit système ou petit équipement. Voilà. Merci à toi. David, première question. Quand on décide d'être un néo-pionnier de l'aviation, comme ont été les fondateurs d'Aura Aero, pourquoi on se dit qu'au bout d'1 an d'exploitation, un des premiers trucs qu'il faut mettre en place, c'est le digital? Quelle est la vision derrière ça? Déjà, l'enjeu, c'est de faire de l'industrie en France, et Aura est né pendant le Covid, et donc c'est pas anodin de se dire, malgré ça, mon intention principale, c'est de commencer en France, de bâtir une usine, de faire de la fabrication, de faire ce que on fait de moins en moins, ou ce qui est très difficile de maintenir en France, mais on peut pas le faire n'importe comment, on peut pas le faire à grands coûts d'employés, parce que les coûts sont trop chers, donc il faut trouver des moyens qui soient malins. Ça passe pas que par le digital, mais ça passe fortement par de la digitalisation pour essayer de gagner de l'optimisation là où on peut le faire, d'être plus fluide, de mettre moins de personnes peut-être pour gérer du support, peut-être de la documentation, probablement des liens entre le bureau d'études et l'usine, et on en parlera certainement après. Donc c'est mettre du lien partout où on peut le mettre grâce à ça. Donc le digital, c'est ni plus ni moins que des outils, donc ça remplace pas les hommes, ça remplace pas la réflexion. Pas plus l'IA que les autres, hein, mais par contre, si on les met dès le début l'énergie au bon endroit, on va certainement pouvoir gagner du temps, si ce n'est maintenant, en tout cas plus tard. Donc c'est la continuité de la circulation de l'information sur lequel vous avez voulu travailler dès le départ? Alors, entre autres choses, effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler sur de la data, parce qu'on croit fortement, comme c'est en train de se voir un peu partout, et un petit modèle Tesla là-dessus, au moins pour ça, pas forcément pour beaucoup le reste, mais de dire c'est important de savoir ce que sont nos données, de capitaliser sur nos données, de savoir les faire parler. Yannick Nanga en a très bien parlé tout à l'heure. Pas pour les avoir et se faire plaisir à les avoir et faire n'importe quoi avec sans savoir, mais en sachant qu'on va apprendre sur ces données, qu'on va pouvoir faire des prochains avions meilleurs, plus performants, savoir comprendre en avance ce qui se passe quand ça se passe bien, quand ça se passe mal, parce qu'on fait des essais en vol, mais on les fait à Francazal, la majorité, ou pas loin, et les avions, ils seront pas utilisés à Francazal, ils seront utilisés partout, ils seront pas utilisés dans les mêmes conditions, donc apprendre sur la réalité du terrain pour pouvoir faire évoluer nos process et nos produits, c'est clé si on veut pouvoir accélérer demain. C'est très clair. Quand on a préparé cette intervention, Arnaud, toi, tu m'as dit, moi, du 4.0, j'en fais dans la fonderie. Alors, je dois t'avouer que c'est pas la première image que j'avais d'une fonderie. Je voyais de la coulée continue, je voyais les images d'Épinal, d'un truc tout rouge qui est très chaud, etc. Et qu'est-ce qui vous a pris? Bon, effectivement, des fonderies 4.0, je mets les guillemets parce que le 4.0 c'est la terminologie qui est encore à la mode. Bientôt, ça ne sera plus. Voilà. Mais par contre, je me suis pas forcément présenté. Oui, pardon, et c'est pas que c'est important que je me présente. Non, mais c'est en effet, c'est comprendre. Non, mais voilà. Et donc j'ai la chance moi de piloter l'innovation chez Freycinet Aero, et en fait un des éléments, je trouve, dans notre organisation clé, pas que je suis la personne clé, il y a 2 collègues à moi devant, c'est pas, je suis pas forcément une personne clé, mais le fait qu'il y ait une organisation d'innovation, c'est un élément clé qui nous permet justement d'aller vers ces éléments de transformation digitale. Parce qu'il y a des gens pour s'en occuper. Et qui a décidé de la création de ce département? Notre président. D'accord, donc c'est une vision. On part d'une vision. Oui, on part d'une vision et d'une rencontre
à un moment, voilà. Donc je m'occupe de ça depuis maintenant 6 ans, et en fait l'innovation chez Fraissinet, c'est plein de choses. Je vais terminer par le digital puisque c'est l'objet de là. Mais c'est pas que ça en fait, c'est des nouveaux procédés, c'est de la maîtrise de l'énergie, et c'est du numérique au sens très large, du digital, du numérique, des outils, des continuités. Alors nous, on est des sous-traitants, donc on développe aucun produit. Donc je reprendrai tes mots sur ce que tu disais sur comprendre les datas, capitaliser. Mais nous, c'est pas sur les produits, puisque c'est sur nos productions, sur notre process. Et donc l'exemple de la fonderie en est un. Donc dans tous les sites, on a des exemples liés au numérique. Mais la fonderie, c'est un exemple un peu emblématique parce que effectivement, l'image de la fonderie, c'est pas vraiment celle du super digital. Et on s'est lancé dans un projet comme ça en 2020-2021. Et en fait, on a décidé de créer une fonderie depuis le début, au départ, avec cette connotation 4.0. Alors ça veut dire plein de choses pour tout le monde, 4.0. Je vais vous dire ce que ça voulait dire pour nous à cette époque-là. Et donc une fonderie, c'est des moyens industriels avec des machines qui font des trucs, qui passent la balle à son copain, qui refont des trucs par-dessus et qui à la fin en font des pièces. C'est un bon résumé, ouais. Voilà, c'est un bon résumé avec des problématiques de procédés qui fabriquent des choses sur lesquels les autres procédés s'appuient pour fabriquer d'autres choses, où on manipule des matériaux, on manipule de la cire, on manipule des précurseurs de céramique, on manipule de la céramique, on manipule du métal, on manipule plein de choses. Et pour mettre en œuvre un process de fonderie, en fait, on met en œuvre quoi ? On met en œuvre des procédés qui sont basés sur des données physiques, de pression, de température, de viscosité, d'intensité, de tension, de puissance, de fréquence, de plein de choses, de masse, de temps. Et en fait, ce qui va faire la qualité d'une pièce de fonderie, c'est la maîtrise de son process. Et comme nous, on est parti de la feuille blanche, parce c'est le côté Greenfield de chez nous, là, comme on est parti de la feuille blanche, on s'est dit qu'on allait, et on n'avait pas des années d'expérience, que nos confrères a des décennies d'expérience, nous, on est à 0 expérience. Donc on s'est dit que pour arriver à maîtriser le process, il fallait qu'on maîtrise nos données. Donc, on a construit une usine physique avec des machines, et quand on regarde un petit peu plus près, en fait, tout le process est connecté. On récupère toutes les données process, on les synchronise avec les pièces qu'on fabrique, c'est-à-dire avec l'OF, un numéro de série, et de manière automatisée, à chaque fois qu'on fabrique une pièce, on enregistre toutes les données avec des protocoles qui permettent de faire toutes ces synchronisations. Donc le volet, les mains dans le cambouis du digital. Et puis on envoie tout ça dans une base de données, qui est notre base de données statistique historique, qu'on a depuis des années, dans les autres entités qui, elles, ont beaucoup plus d'années d'expérience. Et donc, on a créé une fonderie qui n'était pas basée sur, qu'on a construite sur la notion de maîtrise statistique des procédés, basée sur les données d'entrée des process. Alors que traditionnellement, dans les process conventionnels d'usinage, nous on fait de la MSP depuis déjà pas mal d'années, pour mesurer la pertinence des procédés, on mesure les produits, des dimensions par exemple, on en définit des variabilités et on en qualifie des procédés. Alors là on est parti à l'envers. On dit je prends les données process, moyennant tous les problèmes de connexion et de protocole de communication et tout ça, pour, via une synchronisation intelligente, et c'est là qu'il y a une grosse innovation, via une synchronisation intelligente, de tout faire remonter dans une base de données statistique pour avoir, avec l'objectif étant de, à un moment, faire le lien entre la donnée de sortie, qui est la qualité, sous toutes ses formes, dimensionnelle, métallurgique, défaut, tous ces machins-là, la radio, tout ça, et les données d'entrée. Et ce qu'on constate souvent, nous, c'est qu'en effet, il y a une variabilité sur la matière première, l'âge du capitaine, exactement, de l'opérateur. Donc le standard est jamais respecté. Il y a un standard à l'entrée qui est jamais respecté. Le standard à la sortie doit toujours l'être. Et vous avez donc travaillé sur ces nœuds de corrélation, exactement, au sein du process pour pouvoir prédire en fonction de la variabilité. Non. Nous allons... oui. Donc on a lancé une fonderie 2021-2022
c'est un procédé, bon, on a choisi un des procédés les plus compliqués sur le matériau le plus con, le titane. Donc, on n'a pas encore des millions de bases de serveurs de data, mais l'enjeu c'est ça en fait. Aujourd'hui, on a branché, on capitalise, et demain on travaillera sur les liens. Et alors, ma prochaine question, on a parlé dans les deux cas, j'ai le sentiment que il y a des visionnaires en haut de la pyramide. Il est pas très Brandfield quand même. Quand même. L'entreprise existe depuis quelle année ? 1994. Enfin, le groupe avec toutes les entités, démarrage de 1994. Ils sont plus vieux que l'exemple est incroyable. Ouais. Et donc on a des visionnaires. Quand on veut se lancer dans ce type de transformation, on entend souvent parler de ROI a priori. On va faire le projet s'il y a un ROI. Comment est-ce que avec ces visionnaires, vous avez eu besoin de démontrer a priori qu'il y aurait un ROI, ou est-ce que il y a eu une forme de saut de la foi ? On est convaincu, on a l'intuition que ça va forcément avoir un impact sur la performance, et donc on y va, et on verra après s'il y a un ROI, ou comment ça s'est passé ? Alors, ça dépend des sujets. Des fois, il y a des sujets avec des ROI qu'on commence 12 fois pour vérifier 3 chiffres après la virgule. Et puis, il y a souvent on le sent, on sait que c'est par là qu'il faut aller, on sait qu'on n'a pas encore le retour d'expérience et que le ROI, c'est pas un ROI, c'est un business plan. Donc, on y va, on se lance. Et on fait des fois des expérimentations. Et on se rend compte que ça marche pas, ou alors on fait des expérimentations qui nous permettent de grandir, d'acquérir de la connaissance et d'arriver à un succès qui tout d'un coup ça devient standard. Et pour toi, David, ça s'est passé comment ? En fait, il y a un mélange des deux parce que globalement, il y a un vrai saut de la foi, comme tu dis, une croyance personnelle, en tout cas des fondateurs à la base, et puis nous d'avoir accompagné cet élan de construire du digital fortement. Maintenant, ça veut pas dire que tous les projets ou toutes les intentions sont pas regardées à la loupe. Donc, on a l'exemple on développe des solutions digitales en interne, et ça reste de la croyance assortie d'expériences personnelles multiples, qui dit qu'il faut qu'on maîtrise un certain nombre de choses. Bon, mais il n'y a pas forcément de ROI a priori. On met quand même beaucoup d'énergie là-dessus. Et puis en parallèle, on essaie d'aider autant qu'on peut les multiples demandes en interne pour une société en construction. Et là, on fait de l'arbitrage parce qu'on peut pas se lancer sur tout, même si on est nombreux, on l'est jamais assez. Et puis on n'a pas les moyens pour faire tout. Donc là, il y a de l'arbitrage. Parfois, il y a du calcul de ROI. On en avait parlé sur un exemple de scan et de localisation d'OF dans l'entreprise. À ce jour, par rapport à ce qu'on fait et par rapport à notre situation, mais il n'y a pas de ROI, donc on a décidé de pas y aller pour l'instant. Pourtant, il y a un vrai intérêt qualité intellectuelle. Mais globalement, aujourd'hui, ça ne démontre pas de ROI, donc on a fait le choix de pas le faire. Est-ce qu'on a eu raison ou pas, je sais pas, mais en tout cas, à ce stade, on a fait le choix de pas le faire. Donc ce genre d'arbitrage-là, on en a quand même quelques-uns, puisque il y a toujours beaucoup de bonnes idées et on est bien obligé de faire des tri. Ouais. Choix qu'on a fait, nous. Mais c'est un arbitrage parce qu'effectivement, quand j'ai essayé de calculer un ROI, et peut-être qu'il est juste, mais bon, peut-être que on n'est pas à l'abri d'avoir de la chance. Le ROI pour l'hygiène. Ouais, on a un représentant du monde de la construction. Excuse-moi de te mettre dans cette catégorie. Un représentant du monde de la sous-traitance. Donc on a l'ensemble de la supply chain. Je crois que vous travaillez pas ensemble encore ? Non, pas encore, mais je crois qu'on a une réunion cet après-midi pour. Mais voilà, donc mais c'est en cours. Et ça sera passé. Vous êtes témoin, ça sera passé ici. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme continuité numérique et qu'est-ce qui te manque en tant que constructeur ? Et même question pour toi en tant que sous-traitant. Qu'est-ce que tu obtiens aujourd'hui de tes donneurs d'ordre et qu'est-ce que tu aimerais avoir en plus qui permettrait d'améliorer la performance globale de la supply chain ?
Alors je vais commencer parce que la fin de ta question, c'est en fait chez lui que ça se passe, donc ça tombe bien. Nous, on a commencé par le début, hein, donc on dessine, on fabrique, et donc forcément là où on a mis l'accent au départ, c'est sur cette continuité-là, d'arriver à avoir capté dès le début et de faire la transition des données depuis ce que je dois produire, ce que je produis réellement, le suivi de ce que j'ai produit, dans quelles conditions je l'ai produit, pour avoir cette traçabilité, non seulement parce que c'est obligatoire, on a quand même certaines certifications à suivre, et puis parce que ça nous permet d'apprendre une fois de plus, ça c'est plus le côté qualité des données. Intégral, donc le petit avion biplace qu'on fait aujourd'hui est quasiment fait, et je caricature un peu, Alban, désolé, tout en interne, on a toutes les compétences quasiment de bois, de carbone, d'électricité. On achète quelques grosses pièces, quelques équipements, bien entendu, on fait pas les moteurs, mais globalement, on est quasiment autonome pour fabriquer tout, et c'est une volonté pour savoir prototyper et apprendre. Bien sûr, on fait appel à plein de sous-traitants, donc on a déjà cette problématique dont tu vas parler, Arnaud. Mais ça va changer avec ERA parce que le modèle industriel est différent, l'avion est plus gros, on va forcément être obligé de s'adosser avec des gens qui ont des compétences plus meilleures que la nôtre dans plein de domaines. Et là, la traçabilité, elle prend un pas différent parce que rester en interne pour appuyer des process avec des outils qui vont bien, c'est une chose, c'est déjà pas facile. Faire en sorte que ça soit fluide de l'intérieur vers l'extérieur et retour. Écoute, je te laisse la parole. Si tu as des solutions, on est en train de commencer à y réfléchir. Mais... Aïe. Nous, ce qu'on aime utiliser, c'est les fichiers Excel que nous envoient nos clients pour pouvoir faire des moulinettes. Je crois que vous êtes les seuls, hein. Personne dans la faire des salle extractions ne dit ça. pour faire les comparaisons avec celui d'avant. Et non, en fait, nous on suit des dynamiques d'interaction entre les plateformes d'échange de données d'entrée, données sorties clients dans les Air Supply, etc. Et donc nous on est dans cette dynamique-là, donc on met en place des outils comme ça. Et donc la première étape, c'est cette notion de données de commandes et de synchronisation de ces carnets de commandes. Mais peut-être qu'il nous manque encore des éléments, notamment d'avoir plus d'éléments contextuels à ces simples commandes, donc par exemple les normes qui sont associées à ces commandes, pour être sûr que de notre côté on est les bonnes et que au moment où on lance une production, qu'on est bien associé la bonne norme, parce qu'en fait celle qu'on a dans notre RP qui fait foi, est-ce que c'est bien celle qui est dans la GED auquel on a accès si on va la consulter, et quand on fait une sous-traitance, qu'on a bien envoyé la bonne, enfin tous ces éléments là, je pense qu'il y a encore des choses à construire. Mes collègues sont là pour en témoigner. Donc il y a des initiatives qui sont aujourd'hui en cours, et il y a très certainement des améliorations à faire sur tout ce qui est un peu périphérique de la simple donnée combien de pièces pour quand, quoi. À la jointure entre les deux organisations. Ouais, et l'enjeu, alors nous on n'est pas Airbus, c'est loin s'en faut. Airbus impose ou accompagne un certain nombre de fournisseurs là-dessus. Nous, ce qu'on essaie de trouver, c'est des fournisseurs un peu plus agiles et puis qui sont pas déjà très occupés par d'autres. Mais comment on les accompagne, ces fournisseurs-là, en garantissant une continuité dans ce qu'on va leur fournir, donc éviter les Excel, ça va sans dire, mais ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que les dessins de pièces, nous on n'a pas de plan 2D typiquement, donc tous les fournisseurs ont pas cette habitude-là, donc comment on fait pour passer cette habitude-là? Est-ce qu'on peut leur donner accès directement à aux pièces 3D qu'on a à travers nos solutions qui techniquement peuvent le faire parce qu'on a fait ces choix-là? Mais est-ce que humainement ils sont capables de prendre ça dans leur process, parce que parfois on en parlait tout à l'heure, une ou deux personnes au bout, et est-ce qu'ils savent faire, est-ce qu'ils vont vouloir le faire? Donc c'est un enjeu qui est pas uniquement numérique finalement. Le numérique peut aider, et moyennant qu'on arrive à mettre en place les choses qui vont bien avec la cybersécurité qui est un peu un enjeu aussi par-dessus tout aujourd'hui. Et puis comment on accompagne ces petites structures-là pour qu'on les noie pas, mais qu'on leur impose pas un truc qu'ils savent pas faire et qu'ils vont continuer à avoir leur agilité et être efficaces pour nous répondre, quoi. Donc, je peux rebondir évidemment. Alors, parce que l'exemple des fichiers 3D, c'est très intéressant parce que nous on le vit aussi au quotidien. Donc de plus en plus nos clients nous fournissent des 3D tolérancés.
où on intègre la cotation à l'intérieur du 3D. Sauf que dans la vraie vie du terrain, en atelier devant une machine ou au laboratoire de contrôle, c'est pas des 3D, c'est des plans. Et donc on est en plein dans cette réflexion, donc ça se traite, hein. Mais en fait il faut mettre l'énergie pour la traiter cette problématique, pour que la donnée avec le bon format arrive au bon endroit, au bon endroit quoi. Donc ça revient au truc. Nous en interne, on a réussi à passer à passer ce cap. Donc on a de la 3D partout au pied des postes de travail. Mais voilà, ce qui est en interne, c'est une chose. Et puis après, comment on accompagne le reste. Merci. On va parler d'intelligence artificielle parce que c'est un peu le buzzword de ces 3 dernières années. On a une conviction, alors qui n'engage évidemment que nous, hein, que l'intelligence artificielle va être pour l'école blanche ce que la machine à commande numérique a été pour l'école bleue, de par sa capacité à automatiser des tâches intellectuelles répétitives, et donc qui a énormément de gains de performance à réaliser sur la partie main-d'œuvre indirecte versus main-d'œuvre directe. Mon premier point déjà, c'est de savoir si aujourd'hui l'IA pour vous c'est un mythe ou une réalité terrain. Et ce que vous anticipez comme gain de performance, si vous pensez que c'est pas un mythe, mais que c'est bien une réalité ou une réalité en devenir. Alors là, le premier d'entre vous deux qui veut l'apprendre, allez-y. Hein. Allez, vas-y Arnaud. Alors moi, je suis pas du tout un expert d'IA. J'ai découvert ça il y a pas très longtemps. Mais bon, ça fait partie de nos métiers en tant qu'au service innovation de découvrir des nouveaux trucs et de voir comment on peut les exploiter. Donc il y a les deux approches, l'IA analytique et l'IA générative. Je prends le cas de l'IA générative qui est le cas le plus simple. Nous on a décidé de faire en sorte que ce soit des outils vraiment à notre service. Donc et c'est vraiment en cours là, il y a demain après-midi, je fais une formation avec mon niveau qui est pas le bon, mais je fais une formation justement en interne pour donner accès à des outils pour justement qu'on les utilise à bon escient. Et donc nous on a décidé de le structurer de manière vraiment très professionnelle. On a rédigé une charte, on a choisi des outils, on forme les gens. On a fait des recettes de cuisine des tutos pour pouvoir les utiliser, donner des exemples de cas d'usage pour aider les gens à se projeter sur des applications qui pourraient leur faire gagner du temps. On a vraiment décidé de le faire de manière très très rigoureuse. Et en fait, ça démarre là. Ça y est. C'est lancé. Oui, c'est parti. T'es décidément un bon élève parce que nous on n'a pas fait tout ça. Enfin, on a un peu cadré, mais tout ce qui est chat et compagnie, ça fait quelque temps qu'on en a déjà dans la société. Parce qu'on a fait ce choix-là et on a quand même sélectionné les gens et accompagné les gens au moins un par un pour donner les bonnes pratiques malgré tout, même si on les a pas aussi bien rédigées que ça. Aussi rappeler que ça reste un outil et ça raconte beaucoup de merde donc il faut faire attention à ce qu'on en fait, ça remplace pas c'est l'objet de la formation, c'est l'objet de la sensibilisation. Donc ça a un effet wow dès le début, ça fait des trucs incroyables et puis quand on creuse un peu ça fait aussi des trucs incroyables dans l'autre sens, y compris des contre-vérités. Donc il y a cet apprentissage à avoir pour tout ce qui est chat. Après nous on est sur des aspects agentique pour tout ce qui va être dev, puisque dans mon équipe on a des développeurs, donc là il y a des vraies choses et ça transforme vraiment le métier du développeur parce qu'on passe de coder finalement où le code est plus vraiment un sujet puisque les agents ont vraiment cette capacité-là à faire des choses plutôt bonnes et puis ça se vérifie puisque c'est de l'analytique, c'est quand même plus facile à vérifier, on a des outils derrière qui permettent de le faire, à des développeurs qui vont être plus sur de la spécification, plus de la formalisation, plus de l'organisation, enfin finalement des choses qu'ils devraient déjà faire mais qui les forcent à le faire un peu différemment. Et après, le plus intéressant, ça reste qu'est-ce qu'on fera de toute cette donnée. C'est pas pour rien, une fois de plus, qu'on essaie de capitaliser là-dessus. C'est parce qu'une fois qu'on aura des données qui seront les nôtres, qui nous parleront et dont on aura la valeur, là-dessus, on pourra faire tourner un certain nombre de choses. Alors, IA générative, peut-être pas, mais en tout cas des modèles un peu plus fermés sur nos propres données qui vont nous aider certainement sur plein de choses. Est-ce que ça remplacera des gens ?
J'ai quand même un peu de doute pour l'instant. Ça rendra des services, ça c'est sûr. Ça accompagnera sur plein de métiers et ça accélérera sur plein de métiers des choses, comme tous les outils. Donc il faut le prendre avec ce recul, je pense. Et il y a un côté magique, mais il faut s'en méfier, quoi. Je suis aligné. Il y a une chose dont on n'a pas encore parlé jusqu'à présent, c'est la gouvernance de la data. Alors là, normalement, il y a 3 personnes qui viennent de s'endormir immédiatement après avoir prononcé ces mots. J'ai eu la chance d'échanger avec des gens chez Danone qui nous ont dit nous, la transformation 4.0, on l'a démarré en 2019 avec McKinsey. C'était top. Les 3 premières années, on gagnait tous les prix, usine du futur, tout ça. Et puis 3 ans, je gagne plus rien parce que en fait, mes outils, ils n'ont pas bougé depuis 2019. Et quand je voulais faire bouger, je me suis rendu compte qu'il y avait un chantier que j'avais pas attaqué, qui était la gouvernance de la data, qui m'empêchait de non seulement passer rapidement à l'échelle, mais également de remplacer des outils par des outils de nouvelle génération, parce que j'étais devenu dépendant de ces outils et j'étais plus maître de ma data. Est-ce que c'est cette politique autour de la gouvernance de la data, de la structuration de la donnée, c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé rapidement, ou c'est en cours, ou c'est pas un sujet? Je n'en prie. Non, c'est un vrai sujet parce qu'on peut pas prétendre faire de la data sans se préoccuper de ça. Sinon, en fait, soit on donne accès à beaucoup trop de choses à beaucoup de gens, soit on limite les cas d'usage à des choses sur lesquelles on n'a pas besoin de contrôler, ce qui va pas très loin en général. Donc c'est un sujet qu'on a pris dès le début. Dès le début, il y a 2 prismes. Il y a un qui est process, comme souvent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on veut donner comme accès, pour faire quoi, pour contrôler quoi. Donc ça reste l'objectif de haut niveau. Et là, ça demande à chacun, je dirais au moins à chacun au niveau managérial, de dire voilà, ça c'est mes données, qui doit y accéder, de mettre en place les règles qui vont bien. Et ça, c'est un boulot, c'est un chantier, quoi. Donc ça c'est en cours et il y a du travail là-dessus. Et après, techniquement, en fait, il n'y a pas tant de choses que ça qui permet de résoudre ce problème-là. Donc on s'est penché dessus nous-mêmes et on a pris le parti de crypter toutes nos données au grain le plus fin, pour se dire on ne sait pas finalement quel sera l'usage de cette donnée, quel niveau de confidentialité elle pourra porter en fonction du profil en face. Donc plutôt que de présager avant, en fait, on va laisser le cas se résoudre au moment en temps réel, finalement, au moment de résoudre, en fonction de la personne qui est en face et du droit qu'on est censé lui avoir accordé, de pouvoir révéler ou cacher la donnée qui est derrière. Et de mettre ça finalement en gateway, en passage obligé d'accès à la donnée. Et donc, en fait, il y a un contrôle d'identité. Il y a l'application des règles, des fameuses règles, donc le chantier est en cours. Donc, et après, effectivement, si j'ai pas le droit d'en savoir, j'en sais pas, quoi. Donc, que ce soit de la RGPD qu'on doit couvrir, que ce soit des données clients, que ce soit des euros qu'on manipule, des fiches de salaire ou des données confidentielles d'industrie, même combat, pas les mêmes profils, pas les mêmes règles, mais par contre, à mon avis, ça va être fait à peu près à ce niveau-là pour que ça marche, parce que sinon, la peur fait qu'on partage pas sa donnée aux voisins. Ou en fait on la partage quand même parce qu'on va lui filer le fichier Excel parce que moi, je te le donne, et là c'est perdu, on n'a plus de continuité, on n'a plus de traçabilité, on sait pas ce qui se passe, il y a accédé quand même mais il n'avait pas le droit, et bon bref. Donc c'est un sujet, c'est un gros chantier de fond qui on entend parler, mais c'est vrai que les solutions sont pas très simples, quoi. Ouais. Et de ton côté? Alors on n'a pas ce niveau de maturité. Par contre, on a un projet en interne là, qui est en cours sur la mise en place d'une plateforme de centralisation des données issues des différentes bases de données, un data warehouse. Et dans ce projet, il y a un lot sur la gouvernance. Donc on va le travailler, mais je sais pas encore comment, mais en tout cas, il y a un lot qui est prévu sur ça. C'est essentiel. Ouais. Avant de passer aux questions dans la salle, on a dit qu'on se dirait tout. Quasiment professionnel. Vous êtes prêts à tout entendre? Oui, mais est-ce que vous pouvez nous raconter votre plus beau plantage sur cette transformation, ou la plus grosse difficulté que vous avez eu à dépasser? Donc alors sans donner de nom, hein, parce que je sais que tu as un nom en tête, mais sans donner de nom. Il y a 2 difficultés auxquelles je pense. Un, c'est inhérent à
à notre stratégie digitale d'avoir du full cloud interconnectable pour les raisons que j'ai évoquées. Il se trouve que il y a des choses qui existent plein et de plus en plus, et tout ce qui est à côté sont vraiment dans cette lignée-là, et c'est intéressant. Et puis il y a tout un ensemble d'outils qui existent depuis des dizaines d'années. Et dans notre monde, c'est au moins 2 types d'outils. C'est tout ce qui va être ERP, donc manipulation au sens large, et Dieu sait si je déteste ce nom d'ERP, parce que ça couvre tellement de choses qu'on ne sait pas trop de quoi on parle. Mais globalement, ces outils de gestion-là, et puis les outils de calcul qu'on utilise au quotidien pour pouvoir dessiner et tester nos avions de manière virtuelle. Il n'y a pas forcément un gros marché là-dessus, j'ai l'impression. Il y a des habitudes depuis longtemps, il y a des attentes de certification. Bref, il y a plein de mauvaises raisons pour lesquelles ces logiciels évoluent pas. Et du coup, on se retrouve à savoir immerger ces logiciels qui sont ce qu'ils sont, qui tournent dans des environnements qui sont pas des environnements modernes, qui sont très peu facilement interconnectables, si ce n'est via des extracts, imports, machin. Enfin, et donc, ça fait partie de l'enjeu. Il faut arriver à les intégrer quand même. Et ça, c'est des vraies douleurs. Ça casse un peu la beauté de la stratégie et le mythe, mais c'est la réalité du terrain. Et bon, ça, faut aussi confronter. Ouais. Et alors toi, ta plus belle gamelle? Je prends témoin mes 2 collègues qui sont là. Je pense que le plus gros plantage, c'est de croire que c'est facile. Il n'y a qu'à Faucon. Il n'y a qu'à Faucon. Et donc moi je porte l'enthousiasme et elle porte les peines. Et la vision. Et la vision, ça je sais pas. Et l'intendant suivra. Voilà. Et elle la peine. Mais en fait non, c'est pas de l'alchimie de transformer du plomb en or, mais de croire que c'est facile, ou ça crée le fait qu'on se dit bon, on va quand même y arriver quoi. Bon, effectivement, quand on est sur le terrain, qu'on se dit, mais merde, ça marche mal, il m'avait dit que ça marcherait pas, et que j'avais pas prévu que ça, je saurais pas le faire, et que le fournisseur de l'ERP, il voulait pas me donner des trucs comme il m'avait dit qu'il me les donnerait, tout ça. Mais ça veut dire qu'on essaye, en fait. Et en fait, à chaque fois qu'on essaye, je me rends compte qu'à la fin, on y arrive, et qu'on a progressé, et que le coup d'après, le truc on avait dit que c'était facile, et qu'en fait, non, c'était difficile, et le coup d'après, il est facile. Et donc voilà. Moi, j'ai quand même pas beaucoup d'exemples de coups faciles, hein. Donc on n'a peut-être pas assez vieux, mais et là où ça bloque souvent, c'est aux interfaces. Donc en gros, entre la compréhension du besoin, la mise en œuvre avec un outil, voilà, je répète, un outil, c'est juste un outil. Des clients internes pour qui on développe le truc. Donc comme Yannick ce matin, si on ne sait pas ce qu'on veut faire, finalement, oui, on a beau avoir des millions de données ou des millions d'outils, on ne sait pas lequel prendre, par quel bout, comment le configurer. Donc ça, c'est là l'enjeu, que ça reste de l'humain, et c'est quand même assez rassurant. Pour mettre en avant le pouvoir de l'expérimentation, il y a une phrase de Michel Audiard que j'aime beaucoup qui dit qu'un intellectuel assis ira toujours moins loin qu'un con qui marche. Et j'en profite pour passer à la salle, sans transition. Si vous avez des questions pour David et Arnaud, c'est le moment. Donc, qui sera le ou la première courageuse? Est-ce qu'il y a une main qui se lève? Ah, si. Là, voilà. Question de la salle, c'est les plus dangereuses. Rebonjour. Alors, au départ, je voulais poser la question, effectivement, avec les PLM et les ERP, mais ce sujet a été abordé, donc je vais poser une autre question. Tout à l'heure, lors des pitchs, une personne a évoqué l'initiative Aéro Excellence avec le CORAC. Le CORAC draine pas mal de programmes à fort enjeu. Est-ce que ces programmes-là, sur lesquels vous êtes positionné en termes de collège et de feuilles de route, ont une influence sur la tech dans vos activités? La tech, c'est-à-dire quelle technologie on va déployer au service de la performance ou de... Ouais. Oui, est-ce que ça touche directement? Si oui, est-ce que ça a des impacts en termes de flux informatiques, de données, etc.
Alors, Korak ou GIFAS? C'était GIFAS, non? Ah oui, Guillaume. c'était peut-être GIFAS, Ouais. mais moi je pensais au Korak. Ouais. Alors, je suis pas très familier de ces regroupements et de ces think tanks ou autres choses. Guillaume a eu un rôle, Guillaume Charpentier qui est passé tout à l'heure, a eu un rôle particulier sur le GIFAS parce qu'en fait, il faisait partie des premiers à représenter des petites sociétés. Enfin, vous lui demanderez pour éviter que je raconte trop de bêtises. Là où je veux en venir, c'est que c'est souvent des sociétés qui ont pignon sur rue, que ce soit des industriels ou des industriels du logiciel. Donc c'est un peu de l'entre-soi. Alors pardon, avis personnel, hein, donc ça n'engage que moi. C'est un peu de l'entre-soi et du coup ça fait pas forcément progresser les choses dans le chemin que nous on cherche à prendre en tout cas. Donc c'est important qu'il y ait des nouveaux acteurs qui viennent s'y mêler et je ferais peut-être bien de me regarder le nombril, mais donc pas d'influence pour ma part en tout cas, vous l'aurez compris. Ça pourrait en avoir si ça en sortait des choses qui correspondent à ce qu'on cherche à faire. Et jusque-là, j'en ai pas trop vu, alors j'ai peut-être mal regardé. Alors je suis pas du tout un expert de l'initiative Aéro Excellence, mais en tout cas, nous, ça a quand même eu un impact. Alors positif ou négatif, je sais pas encore trop le dire. Je pense plutôt positif. C'est que sur les échanges de données entre les clients et les fournisseurs, il y a un standard qui a été mis en place via une plateforme AirSupply qui a cadré un certain nombre de données et qui nous permet de communiquer avec nos ERP de manière standardisée. Donc ça nous aide quand même, parce que les clients, jusqu'alors, avaient chacun leur tableau Excel, qui des fois était en PDF, voilà, ou un mail avec, enfin bon, bref. Et ça a quand même le mérite de cadrer des choses, et donc on est dedans, on est même dans le cambouis pour arriver à décliner ces données d'entrée de manière fluide dans nos ERP, quoi. Avec un référentiel commun. Exactement. Merci beaucoup pour la question. J'ai cru voir un autre bras se lever avec la lumière. Je ne vois pas bien. Ah, il y en a deux là. Bonjour à tous les deux, Mathias, CEO de Cognix. Moi j'avais une question sur la manière dont les industriels doivent ou ne doivent pas construire les technologies logicielles. Autrement dit, le débat entre le make ou le buy. Est-ce qu'en tant qu'industriel, vous estimez que vous devez savoir faire du soft? Alors nous, on ne développe pas de produits qui intègrent du soft. Nous, on fait des pièces en métal. Donc du côté produit, on n'a pas la question se pose pas. Effectivement, en interne, elle peut se poser. Alors nous, on n'a pas aujourd'hui pas forcément beaucoup besoin de développer de soft. On est plutôt sur on est 120, on n'est pas très gros. On n'a pas de compétences en développement de soft. Donc nous, on va plutôt sur des approches d'intégrer des solutions du marché, mais qui nécessitent de toute façon des connecteurs, des adaptations à notre contexte à nous. Et donc par contre, on porte avec ces partenaires qui ont des solutions, l'intégration de ces outils, avec d'ailleurs mes deux collègues préférés qui sont devant moi là. Bon, tu le sais, ma réponse est un peu différente, mais c'est assez particulier, je pense, à Aura-Aero, et je pense pas qu'il faille généraliser. On a fait ce choix de savoir-faire. Alors, on a fait le choix de savoir-faire sur la globalité de l'entreprise, on l'a fait aussi sur le digital. On reste feignant, on va chercher les solutions quand elles sont bonnes et qu'elles existent, parce que c'est quand même comme ça qu'on va le plus vite, et quand ça marche pour les autres, il n'y a pas de raison que ça marche pas chez nous. Mais on a aussi en mémoire un certain Dassault Aviation qui à un moment donné de son histoire a su faire émerger des solutions qui a énormément aidé l'industrie aéronautique, et ça c'est un peu aussi un modèle de pensée qui nous laisse à croire, c'est peut-être un peu prétentieux de se parler avec Dassault, mais que dans notre manière de faire, qui est un passage obligé du développement de notre société, il y a peut-être des choses qui n'existeront pas et qu'on va devoir développer et qui ont un intérêt, une valeur ajoutée forte pour nous, d'une part, et peut-être même qui auront une valeur ajoutée tout court et qu'on se cache pas de savoir les réutiliser avec d'autres industriels qui vont jouer le jeu à un moment donné ou à un autre. Mais en tout cas, le parti pris, c'est juste de dire peut-être qu'il y a des choses qui n'existent pas
dans le monde industriel d'aujourd'hui et qui vont nous bloquer, et plutôt que d'être en attente de trouver quelqu'un qui le fasse, ben on va le faire nous-mêmes. Donc c'est le cas de quelques solutions et software et un peu hardware. Alors software dans l'avion, tu as raison de le dire, mais ça va sans dire, à partir du moment où on veut faire des commandes de vol électrique, vaut mieux savoir les faire. On peut trouver un partenaire, mais là il y en a quand même pas beaucoup qui existent. Et dans le monde du logiciel au sens large, que ce soit sur de l'ingénierie ou du process ou à l'interface de plusieurs métiers, là je trouve qu'il y a pas mal de choses qui méritent d'être sur lesquelles on se penche et on essaie de s'y pencher. Il y avait une question juste derrière toi. Oui, bonjour à tous les deux. William, je contribue à la transformation digitale chez Sogeclair. J'ai une question un petit peu complémentaire à celle qui vient d'être posée. Donc, vous décrivez une approche très volontariste, très novatrice, très innovante dans la gestion de vos processus, de vos data et de vos outils. Parfois, dans le monde réel, il faut s'intégrer effectivement avec des solutions apportées par des acteurs plus legacy sur lesquels on a moins de contrôle. Comment est-ce que vous les amenez à penser de la même manière que vous ? Un grand coup de claque dans la gueule pour certains. Vanessa. Non, on n'essaye pas de les amener à penser à faire ça. Enfin, quand on a la chance de pouvoir avoir la relation, on l'expose et puis ça donne, ça permet d'expliquer la mise en œuvre réelle dans la vraie vie et parfois il y a des réponses. Mais la plupart du temps, un produit sur étagère, c'est un produit sur étagère, donc il n'est pas fait pour Aura Aero spécifiquement et pas plus qu'un autre. Donc il faut le prendre tel qu'il est. Donc on essaie plutôt de l'habiller dans un contexte qui nous va un peu mieux. Dans notre cas, dans le cas que j'ai cité tout à l'heure, sur les outils de calcul, on les fait porter on les cloudifie. Donc désolé, c'est pas un mot qui existe, mais on les met dans des stacks à nous sur lesquels on a des machines virtuelles, ce qui nous permet au moins de contrôler l'environnement dans lequel ça évolue, deux, d'avoir de la scalabilité, et c'est important parce qu'on évolue vite, y compris à l'échelle internationale, trois, d'avoir de la cybersécurisation de ce truc-là et de pas être tenu à une machine sur un bureau qui a une durée de vie qui est ce qu'elle est, qui peut planter, qu'il va falloir remplacer. Donc on a essayé de digitaliser les process de mise en place, d'installation et de relation entre ces outils antédiluviens avec le reste par un habillage digital un peu plus moderne pour de la mise en œuvre. Donc c'est à peu près tout ce qu'on peut arriver à faire de mieux, je dirais, à partir de ces briques-là. Et c'est déjà vachement bien. Pour la réponse, nous on n'a pas vraiment de levier d'action vis-à-vis des gros qui fournissent des solutions logicielles, mais de temps en temps quand même notre énergie très pragmatique finalement donne de temps en temps des idées et on voit que la trois releases après, l'idée peut-être qu'elle n'était pas si conne que ça et puis voilà. Donc on n'attend pas la feuille de route. En 2035, on fait avec ce qu'on a, mais on travaille sur beaucoup plus sur les interfaces en fait. Et par contre, j'aime bien l'inverse, c'est-à-dire pourquoi on travaille avec des solutions SaaS quand elles existent. Je reviens d'un meeting chez PTC parce qu'on utilise des solutions Onshape et Arena qui sont deux solutions cloud native SaaS de PTC. Il y a des releases toutes les 3 semaines. Il n'y a jamais rien qui tombe en panne. Nous, ça nous demande 0 effort d'IT. Et comme je l'ai dit, je suis feignant, donc moi, ça m'arrange. Les fonctions, elles arrivent. Et là, en plus, dans cette relation-là, on a la chance d'avoir de l'écoute parce que on porte certains messages qui sont raccords avec certainement une certaine idée de l'industrie actuelle. Et donc, on peut se retrouver soit créer, entre guillemets, soit à attendre effectivement X release plus tard les fonctions qui vont bien, sauf que X release plus tard à l'échelle d'une release toutes les 3 semaines, ça peut aller très vite. Et c'est ça qu'on cherche en fait. C'est quand on n'a pas besoin de le faire et que c'est bien fait, tant mieux quoi. Enfin... Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle ? Bonjour, Thierry Lamoureux, RPN Aérogroup. J'avais une question. Je trouve que dans l'ère dans laquelle on évolue aujourd'hui, on a souvent tendance à vouloir répondre à des problématiques humaines, organisationnelles, etc. par la mise en place d'un outil digital. C'est souvent, aujourd'hui, on se dit, c'est magique, c'est l'outil qui va tout faire. Moi, je pense, même si je suis très tech, je suis plutôt
partant de d'abord régler le problème humain, d'abord régler les choses en se disant est-ce que ça peut fonctionner sur papier, et une fois qu'on le voit fonctionner et qu'on se dit ok ça peut marcher, comment on peut l'optimiser avec le digital. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire? 100%. Et deuxièmement, comment vous arrivez à convaincre ou comment vous arrivez à faire passer le message qui va dans ce sens-là? Parce qu'on n'arrive pas à calculer le ROI. Non, mais 100% d'accord. Effectivement, une fois de plus, c'est où ce sont des outils et un outil depuis le marteau. Je crois qu'il y a eu une conférence sur l'IA ici. Bon, voilà, depuis le marteau, qui est un outil qui aide à planter mieux un clou dans une planche à la place du point. Bon, bah voilà, un outil d'IA, c'est peut-être beaucoup plus sophistiqué. En tout cas, ça pompe beaucoup plus d'énergie. Mais malgré tout, si on ne sait pas pourquoi faire et à quel endroit, est-ce qu'il y a un intérêt pour moi, etc., bah ça remplace pas ça. Et puis il y a des fois, il y a une ou deux personnes qui travaillent sur un truc qui sont peut-être très compliqués, mais effectivement, la façon courte de le dire, c'est qu'il n'y a pas de ROI, donc il vaut peut-être mieux que la personne continue à faire des choses compliquées un peu à la main, ou en tout cas dans des outils numériques pas totalement adaptés à ses besoins, plutôt que de mettre en place 10 fois plus d'énergie et essayer de lui trouver une solution pour elle, quoi. Donc il y a forcément de l'arbitrage à faire. Je pense qu'on pourrait trouver des outils digitaux pour tout. C'est pas un problème technique, c'est pas un problème de... On va y arriver. Aujourd'hui, on a démontré qu'on savait faire plein de choses. Maintenant, effectivement, il y a des choses, et puis ça ne doit pas remplacer le fait de se parler, ça c'est quand même la première chose, en tout cas de se comprendre, donc nécessairement de se parler. Bonjour, moi c'est une question plutôt pour Monsieur Roche. Donc, notre président est à Pékin actuellement. Je voyais votre avion ERA, donc qui est plutôt pour décarboner et hybride. Est-ce que vous voyez une concurrence internationale, notamment chinoise, qui puisse vous menacer à plus ou moins long terme? Alors je savais pas qu'il était à Pékin, ça m'étonnerait puisqu'on a une Customer Week cette semaine et que ce soir il est attendu par ses clients, donc je pense qu'il est à Francazal. Mais il voyage effectivement. C'est Maxime qui est... Non. Ah, pardon, excusez-moi. La Chine. Ouais, forcément, ça serait aveugle de croire que les Chinois peuvent pas être concurrents de tout ce qu'on peut faire ici. Ils vont très très vite. Ils se posent moins de questions peut-être, ou ils sont mieux accompagnés, mieux portés. Je sais pas, mais en tout cas, non, il faut pas être naïf sur ça. Ils vont très vite, ils n'ont pas forcément les mêmes règles du jeu que nous, donc ça leur permet aussi, rien que sur leur marché à eux, de développer très très vite des choses qu'on n'accepterait pas en entrée dans notre territoire. Mais finalement, on le voit avec Comac, Airbus a bien aidé à l'implantation de copies de 320 là-bas. Bon, ils ont bien réussi, et puis ils sont pas si cons, et ils y arrivent très bien, et ils vont y arriver de plus en plus. Ils sont en train d'inonder le marché sur l'automobile. Bon, l'aviation, il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas. Ils font déjà des choses, ils font déjà voler des avions électriques du type de ceux qu'on fait nous ici, qui sont pas encore certifiés chez nous, et peut-être qu'ils en sont déjà allés faire voler. Gros danger. Nous, la seule limite qu'on a, c'est de pas travailler avec eux, nous, individuellement, ni d'avoir de l'investissement, ni de travailler avec eux directement, parce que ça fait partie des limites qu'on se pose. Mais ça les empêchera pas d'avancer que Aura Aero ne veuille pas travailler avec eux. Enfin... Est-ce qu'il reste une dernière question? Ouais, il y a un nid ici. Ouais, c'est ça. Bonjour à tous. Alexandre de Inetum. Pareil, ce serait une question plus pour David. Le fait maintenant d'avoir une implantation en Floride, est-ce que ça ouvre aussi des opportunités en termes justement de collecte de données, d'apport de tech qu'on n'a pas trop ici, de données qui sont peut-être un petit peu plus ouvertes là-bas? On parlait des RGPD, de choses comme ça. Est-ce que ça peut ouvrir des opportunités pour accéder à un développement, pas seulement en termes de marché, mais aussi en termes de stack data, stack produit, ou même ne serait-ce que de talent qu'on ne voit pas ici? Alors juste pour contextualiser, on a ouvert en juillet un centre de delivery, un delivery center pour nos clients américains, et donc on a un partenaire local qui est quelqu'un de très connu dans le monde de l'aéronautique et l'acrobatie aérienne, qui nous accompagne là-dessus sur le centre de formation Embry-Riddle, qui est un des plus gros centres de formation de pilotes au monde. Donc on est sur ce lieu-là, et là pour l'instant c'est uniquement de la livraison et customisation à l'américaine
à la fois pour la certification, mais surtout pour les attentes américaines qui sont un peu différentes des Européens, plus shiny, plus de bruit, enfin voilà, d'autres choses. Ça pour mettre le contexte. Donc aujourd'hui, c'est déjà intéressant, mais c'est pas plus que ça. C'est quelque chose qui était prévu de long terme. C'est pas venu avec des désaccords potentiels en ce moment avec les États-Unis. C'est pas de l'opportunisme. Mais ça nous permet de pénétrer le marché américain, et ça c'est déjà une super chose. Au niveau des données, en première instance, on est déjà équipé beaucoup en américain au niveau digital. Malheureusement, j'ai envie de dire, mais parce que ça reste les meilleures solutions quand on enlève les Chinois et les Russes. Donc, de fait, tant qu'il n'y a pas de solution française ou européenne qui sont au niveau de ça, si on veut avancer, en gros, c'est soit on prend pas et on n'avance pas, et du coup, on prend un risque au niveau de la société, soit on prend ces solutions-là. Dans plein de cas, on n'a pas vraiment le choix. Donc, on n'a pas attendu d'être un pied là-bas pour le faire, parce que bon, c'est des solutions mondiales, donc c'est pas très compliqué d'y avoir accès. Pour ce qui est de la data, de la captation de la data, c'est plus une question et un doute qu'une opportunité pour moi, parce que on essaye quand même de se protéger des Américains de ce point de vue-là, parce que ça reste des alliés mais pas des amis. Enfin, en tout cas d'un point de vue militaire, je pense que tout le monde aura compris ça. On travaille actuellement, je l'ai pas dit tout à l'heure, sur un drone avec un marché DGA parce que la France a besoin d'être souveraine sur ce genre de matériel, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et sur la partie data et sur la partie cachée, la guerre digitale existe depuis déjà bien longtemps, l'intelligence existe, les lois américaines sont ce qu'elles sont, elles permettent d'aller assez loin donc on est obligé de s'en protéger. La gouvernance est une partie de la réponse enfin en tout cas la partie crypto technique est une partie de la réponse à ça. Je sais pas les opportunités que ça peut nous ouvrir d'autres. Peut-être qu'à un moment donné, on aura un peu plus d'employés là-bas, et effectivement, on aura un centrage sur différentes activités grâce à la tech ou grâce à peut-être. Aujourd'hui, c'est quand même pas le sujet, mais ça pourrait venir parce que tout évolue assez vite. On a une usine qui est prévue d'être construite aux États-Unis, en Floride. On va dire d'ici 2030 à peu près. Il y en a une qui est prévue aussi à Francazal. Je crois que pour donner un ordre d'idée, on discute avec la France et la région depuis 2018 ou 2019 pour construire à Francazal, et on a déposé le permis de construire que l'année dernière. Aux États-Unis, on a commencé les discussions en début d'année, ou en début d'année dernière, mais en gros en un an, on avait les accords, les fonds pour pouvoir lancer l'usine. Donc on n'est pas sur les mêmes rythmes. Ça répond pas à la question, mais contextuellement, ça peut changer les choses sur le fait qu'on centralise des choses à un endroit ou à un autre. Pour l'instant, on fait vraiment l'effort et on a vraiment une volonté de rester sur le siège en France autant qu'on pourra le faire. Et merci pour ça. Merci énormément. Merci beaucoup, David. Merci, Arnaud, pour ce partage. Je vais vous demander à tous de bien vouloir les applaudir pour avoir partagé tout ça.